Yo les geekos, la vidéo que vous vous apprêtez à voir a été tournée début 2022. La qualité de l'image ainsi que le style de montage peut vous sembler un peu différent des dernières vidéos. Néanmoins, j'espère quand même que ça vous plaira. Tant que je vous tiens, n'oubliez pas après votre visionnage le petit pouce bleu et le like pour encourager mon travail et de me dire ce que vous avez pensé de cette collection. Allez, bon visionnage. Et yo les geekos et bienvenue dans ce nouvel épisode de Show Me Your Geek. Vous voulez voir de la grosse collection et aujourd'hui c'est exactement ce que vous allez voir avec un collectionneur encore une fois qui n'est pas très connu des groupes mais dont sa collection va être inscrite dans votre tête profondément pour les prochaines années. Bienvenue à toi sur cette chaîne. Merci. Je te laisse te présenter à nos abonnés. Et ben moi c'est Guillaume, vous me connaissez peut-être pour certains sous le pseudo de Keldar, puisque j'ai été collectionneur depuis très longtemps. J'ai hâte de vous montrer tout ça, c'est à cause de lui que je suis là. Et donc du coup c'est parti, déjà vous pouvez voir à l'arrière là ce qui se trame. Avant de rentrer quand même dans la pièce, voilà, tout ça là, ça va donner un peu le ton de ce que vous allez voir aujourd'hui. Et je vous garantis que vous n'êtes pas prêts, donc c'est parti, let's go! Donc du coup, désolé par avance, on est dans une pièce relativement sombre, mais ça va être super important pour l'ambiance. C'est là où je trouve que t'as fait vraiment un travail de ouf sur la déco de cette pièce. Vous venez de le voir dans les images d'illustration. Et je pense que déjà, tous les gros fans de Star Wars sont déjà en train de pleurer toutes les larmes de leur corps actuellement. On va vous montrer un peu plus en détail de quoi est constituée cette collection de malades qui renferme des tas de surprises. Mais déjà, je trouve que ouais, niveau collection, t'as vraiment fait un travail de ouf sur déjà la mise en valeur de chaque pièce. Raconte-nous un peu tout ça. La collection, c'est quelque chose que j'ai commencé il y a très longtemps. La première pièce que j'ai dû acheter, c'était pour ceux qui connaissent, c'était un Chewbacca Illusive Concept. C'était des bustes en fait des marques qui étaient faits à l'époque. Ça nous rajeunit pas parce que ça nous ramène avant les années 95. Donc j'avais à peine 10 ans. Et même si ça peut sembler complètement fou. 10 ans pour collectionneur, c'est jeune, hein, c'est jeune. Hein. En fait, l'histoire, c'est... j'étais déjà complètement cramé de Star Wars dans ma tête. J'avais vu les films très jeune parce que mes parents m'avaient éduqué un petit peu, si vous voulez, aux films des années 80. Indiana Jones, E.T., Star Wars, on était complètement fous de ça. Et un jour, on passe devant une boutique à Orléans. Ça s'appelait la boutique des jouets anciens. On passe devant le magasin et je vois des figurines Star Wars, des vintage de chez Kenner, enfin des trucs de fou. Je rentre dans le magasin. Et en fait, faut bien se souvenir qu'à l'époque, Internet n'existait pas. Et dans ce magasin, qu'est-ce que je vois sur une étagère? Je vois un Chewbacca, une tête de Chewbacca taille réelle. Je suis avec mon père et je regarde le truc et j'en reviens pas. Et ce jour-là, mon père me dit mais tu veux ça? Je dis ouais. Et il me dit écoute, dans ce cas-là, à l'époque, on avait des sous sur des comptes pour les Noëls, vous voyez. Et il me dit si tu veux, on va chercher les sous de ton compte et puis on t'achète ça. T'achètes une belle tête de Chewbacca. Une belle tête de Chewbacca, tu vois. Donc on a été à la banque chercher les sous, je suis retourné à la boutique et le vendeur, il voit arriver un gamin de 9 ans qui lui dit moi je veux prendre le Chewbacca taille réelle, et le vendeur il en revenait pas. C'est devenu un copain par la suite parce que voilà, Parce que quand vous pouvez voir tout ça, c'est qu'il y a eu plusieurs achats de faits. Mais ça a démarré par ça. Aujourd'hui, c'est des marques dont quasiment plus personne ne se souvient. Illusive Concept, c'était une marque qui faisait des pièces en latex à l'époque. Alors le latex est redevenu très à la mode dans les pièces récentes. Ouais. Et après, ça a été un enchaînement. Ouais. Et l'enchaînement, enfin, il y a de l'enchaînement ici, il y a de l'enchaînement ici. Là, il y a de l'enchaînement, tout ça c'est de l'enchaînement. Je sais pas si ça a été fait exprès, mais j'ai vraiment l'impression que t'as donné un petit côté Tatooine. Ça fait un peu... Ouais. Ça fait un peu bar de Tatooine. Le ponçage. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça fait un peu maison, maison sur Tatooine. Ouais, si tu veux, l'idée c'était d'avoir une ambiance obscure claire. Déjà, côté obscur, côté clair. Ah oui, d'accord, ok. D'avoir une ambiance un peu... Alors c'est peut-être difficile de le voir à la caméra, mais ouais, on a ça se voit, rajouté une peinture pailletée
En fait, noir partout pour simuler l'aspect galaxie aussi. Dès que vous avez une lumière un peu faible, vous pouvez le voir. Et puis d'avoir ce côté qui ressort. Ouais, et puis t'as mis vachement, c'est surtout des méchants là sur le blanc. Alors t'as le côté, en fait, oui. Alors encore une fois, t'as le côté vraiment empire impérial, armée impériale. D'accord. Tu as le côté un peu plus Sith, et au-dessus, t'as le côté un peu plus Scum and Villainy, chasseur de primes. Donc du coup, on va commencer à vous détailler tout ça. Donc déjà, en haut, tu vas voir le gros Jabba là-bas. Le gros Jabba là-bas, ouais, c'est un peu... Le Jabba là-bas. Ouais, le Jabba là-bas, exactement. Le Jabba. Et donc du coup, celui-là, c'est de quelle marque déjà? Alors, c'est la toute première version de chez Sideshow ou un 6ème. Ouais. Qui en fait était un Jabba complètement modulaire, puisqu'en fait, t'achetais les pièces une par une. C'est-à-dire que si tu voulais le Jabba, fallait l'acheter. Ouais. Si tu voulais le trône, il fallait l'acheter en plus. Si tu voulais les aliens en plus, et ça te constituait le palais de Jabba complet. Il y a eu une deuxième version qui a été faite quelques années plus tard, où tu avais tout en fait d'un coup. À mon sens, beaucoup mieux fini. Mais voilà, il y a un petit côté vintage de la pièce qui me parle. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et puis ça, c'est une pièce qui est pas fréquente. Et là, je sais pas si vous vous rendez compte à l'image, mais elle est vraiment balèze de ouf, quoi. C'est un gros morceau. Déjà, à côté, vous pouvez voir, c'est un buste taille réelle. Donc, vous pouvez imaginer 2 secondes la place que ça prend en termes de taille. Alors, tu vas avoir beaucoup de vieilles pièces. Oui, parce que je suis un vieux collectionneur. Ouais. Beaucoup de vieilles, aussi beaucoup de récentes, mais surtout de la vieille. Le Gamoréen, c'est la garde de Jabba. C'est toute une histoire, ces bustes-là. Parce que faut comprendre, en fait, que Sideshow, quand Sideshow lance sa gamme de bustes life-size, Star Wars, c'est l'euphorie, c'est waouh, putain, qu'est-ce qu'ils vont nous faire comme personnage, on veut du Luke Skywalker, du Han Solo. Ce n'est jamais arrivé. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils ont lancé la gamme, ils se sont dit, on va aller faire Dark Maul et on va aller faire Greedo. Ah oui, le Greedo. C'est les 2 premières pièces en fait historiques de chez Sideshow. Maul a été un gros succès et Greedo ça a été une catastrophe commerciale. Tellement catastrophique. En fait, ils ont fait un tout petit tirage et qu'on trouvait du Greedo life size dans des solderies. On les trouvait soldés à 50-60%, c'était incroyable. Ah ouais? Parce que personne n'en voulait. Tout le monde critiquait le choix en fait de Sideshow d'aller sur des aliens et des extraterrestres. Tout le monde voulait les personnages principaux. Et en plus, Greedo, il a un rôle de 2 secondes, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, mais finalement, ce choix d'aller faire de l'extraterrestre, c'est le lore, en fait. Ils ont exploité le lore de Star Wars. Pour un sculpteur, c'était quand même intéressant de faire tout ce qui était alien, que ce soit en termes de peinture ou en termes de choix de personnages. Et Greedo, aujourd'hui, c'est le buste, je pense, le plus recherché. Ouais, parce que je l'avais jamais vu. Je l'avais jamais vu. Bah, tu le vois aujourd'hui. Ah ouais, je suis ravi c'est un honneur. C'est un honneur, mais... Et en plus... Il est super sympa, enfin il est super bien fait, quoi, il est super beau. Pour en revenir au Gamoréen, puisque c'est ta question, les choix de Sideshow qui ont été faits après ces bustes-là, ça a été de faire Bossk, ça a été de faire le Gamoréen, et encore une fois, c'est des pièces qui ont été extrêmement critiquées à leur sortie, qui ont eu extrêmement de mal à se vendre, et qui aujourd'hui, enfin quand tu vois le travail sur le Gamoréen... Ouais, le Gamoréen, franchement, la bave et tout... Quand tu vois le travail de bave, de peinture, de nuances, aujourd'hui, tu n'aurais ce résultat sur une pièce de série qu'auprès d'un prop maker. Ouais, clairement, je suis d'accord. Ouais. Après, il y a les premières PF là-bas, tu vois, la PF de Leia et la PF de... Boba et Rotegi. De Boba, ouais. La Boba et Rotegi, elle est beaucoup plus récente, hein, c'est des gammes qui sont après 2010, mais la Leia Slave, ça fait partie, en effet, des premières pièces PF Star Wars. Je vais être très clair. C'est pas forcément une pièce que j'adore. La Leia Slave, je trouve qu'en termes de lightness ou même de finition peinture, c'est quand même quelque chose de très simple. Ouais. Mais pour le display, faut qu'elle soit là, quoi. C'est ça, Il faut qu'elle soit là en représentation. Et puis, ça reste, elle a un côté vintage encore, je trouve, qui est très intéressant. Ouais, il y a un côté vachement Bowen et compagnie. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais, et puis Mixed Media, donc vous avez du tissu et de la résine sur une seule pièce, quoi. Buste que j'adore vraiment beaucoup. Le Boba en buste taille réelle avec son plastron qui s'illumine et tout, que je trouve vraiment ouf. Et même encore aujourd'hui, je trouve que c'est une des pièces de Boba qui a le plus de flow, quoi, très clairement dans ce que Sideshow ont fait. D'accord. Moi j'ai les 2 versions. Le Boba Empire contre-attaque et le Boba Retour du Jedi. Ça fait doublon dans la collection. Et comme vous pouvez le voir, mais c'est pas mis au même endroit, donc ça va. C'est pas mis au même endroit. Et le gros point fort, moi, ce qui m'a fait totalement craquer, il m'en faut peu, c'est le jetpack. Ouais, c'est vrai que celui-là, il a le jetpack. La présence du jetpack, il me fallait un jetpack, quoi. Après, il y a l'espèce de petite saloperie là de Jabba, là, c'est pareil, j'ai oublié son nom à lui. Salacious Crumb. Ah bah, ouais, c'est pour ça que j'aurais pas retenu. Il a un nom de sort d'Harry Potter, machin. Et ça, c'est de Sideshow aussi? Alors, c'est la toute première pièce Sideshow 1-1. Complète. Après, ils ont fait R2D2 et C3PO, les toutes premières versions. Mais Salacious Crumb, c'est le premier 1-1. Encore une fois,
critiqué à mort lors de sa sortie, mais à mort. Ouais, pourtant il est sympa. Hein. Pourtant, quand tu vois le truc, c'était une pièce qui était à 250 € à sa sortie. Hein. D'accord. Faut encore une 250 fois... balles. Ouais. Encore une fois, il faut avoir conscience de ça. C'est important pour ce qu'on nous propose aujourd'hui sur le marché. Il faut savoir que cette pièce-là, donc il y a toute une histoire autour de ma collection, mais c'est une pièce que j'ai dû vendre il y a des années de cela avec un regret monumental. Et j'ai eu énormément de mal à la retrouver. Je l'ai retrouvée auprès d'un collectionneur qui a accepté de me le vendre et qui, je pense, n'avait pas l'habitude de vendre des pièces de sa collection puisqu'il m'a envoyé le colis, juste emballé, non scotché, pas fermé. Il m'a foutu ça dans un carton, il m'a envoyé le carton comme ça, sans plus, sans rien. Quand j'ai reçu le truc, ça se baladait là-dedans, j'entendais bien, et j'ai pas eu une casse. C'était... Et il est en quoi? Il est en... Eh ben, en quelle matière? Tu peux regarder, mais c'est du pur full résine. Évidemment, le coussin est en coussin, avec quelques poils quand même, hein, parce qu'il est... Ouais, mais c'est super propre, hein. Ouais. C'est super propre. Ensuite, le buste de C3PO. La première version. Ouais, la première version, ouais, parce qu'il y a eu une autre version. Il y a eu deux versions en fait sur le C3PO. Il y a eu cette première version, tu vois, avec ce côté un petit peu plus cradingue, mais plus chromé. Ouais, c'est vrai. Et il y a une autre version, ouais, comme s'il avait été utilisé par le sable et tout. Ouais. La deuxième version qui est la Limited, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas le tirage de la deuxième version. Ça, c'est le tout premier. C'est un des survivants de ma première collecte, hein, puisque comme je disais tout à l'heure, il y a eu un moment de ma vie où j'ai dû me séparer quasiment de l'intégralité de ma collection. Et lui, c'est un des survivants. C'est un de ceux qui est resté que je ne pouvais pas me résoudre à vendre. C'était pas possible. Scacciata. Ciao, Troy. Česko kututa lista kręgu. Ja osa zapiłem makanki. Le contrat devient intéressant. Je ne suis qu'un simple droïde et mes capacités sont limitées sur une planète comme celle-ci. Ensuite, pour continuer sur les méchants de la saga, le Palpatine, pareil, de Sideshow, qui est super sympa. Plutôt injustement critiqué. Ah ouais? Le Palpatine, en fait, a souvent été critiqué pour son paint job. Pourtant, moi je trouve que, encore une fois, sur une pièce de l'époque, avoir un résultat comme ça sur une pièce de série... Et comme, putain, mais les gens ils se plaignaient déjà, putain mais... Ah non, mais vous imaginez pas, hein. Ah ouais? C'était encore pire, mais on y viendra sur les Master Replicas et sur le EFX. Aujourd'hui, les collectionneurs Star Wars ne jurent que par ces marques-là. On peut se poser la question de pourquoi Master Replicas a fermé, parce que dès qu'ils sortaient une pièce, ils se faisaient défoncer. Ils se faisaient défoncer. Master Replica, ouais, t'en as beaucoup, ça c'est... Si c'est du Master Replica. C'est du Master Replica, ouais. C'est le sable de Dark Sidious. Ouais, et je trouve, enfin, ils font vraiment un taf de ouf, quoi. Ah, avec les petits socles comme ça, avec les petits présentoirs, ça, c'est pas juste un sabre que vous devez vous démerder pour exposer, là, il y a vraiment la petite plaque. C'est ça, il faut se rendre compte que quand vous achetiez un Master Replicas, c'était 350-400 balles à peu près, vous receviez tout. Ouais, c'est ça. Là, il est tout de suite exposable tel quel, quoi. Le socle, la case, la plaque, le certif, détaillé avec l'histoire en général de la conception du sabre. C'était quelque chose de vraiment très très bien fini, des très beaux objets. Ouais, ensuite, celle-là je la connais pas, la statue derrière. C'est pas surprenant, c'est une statue fabriquée par MIC, qui est un fabricant américain de statues Star Wars, mais non licencié. Ouais, ok, c'est du custom. Ce sont des customs. Ce Palpatine là, eh bien, il est sorti il y a très peu de temps. C'est dommage que je n'ai pas le temps de vous le présenter, mais en fait, si vous voulez, il y a 3 têtes différentes et 8 bras différents, 6 bras, qui fait qu'on peut lui faire adopter plusieurs poses complètement différentes. Vous avez une pose avec le sabre laser, justement celui-là qui est en Master Replicas. Des têtes, une tête vraiment calme, une tête vraiment énervée. Il y a la possibilité de mettre les mains en face avec les éclairs. Unlimited power. Voilà, exactement. Et puis moi, c'est la version de Palpatine, Retour du Jedi, qui est la version de mon enfance, qui est la version que je préfère. Je trouve que l'interprétation de McDiarmid dans le Retour du Jedi, elle est juste
tu crois, enfin, tu as conscience de la menace de Palpatine dans l'épisode. C'est le vieux sage, mais qui est tout puissant, qui est divin, quoi. Mais d'un calme Ouais, olympien. c'est ça. Vraiment, c'est un personnage qui a marqué mon enfance, l'empereur Palpatine. Pour moi, le croque-mitaine de Star Wars, c'est pas Dark Vador, c'est vraiment Palpatine, ouais. Oui, et puis maintenant qu'on a épisode 7, 8, 9... Ouais, ça a détruit un peu, ouais. On peut se dire que c'est la saga Palpatine, finalement. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. Il a eu 9 films sur... il a été le méchant pendant 9 films. Mais oui, finalement. Je crois que dans l'histoire du cinéma, c'est jamais arrivé que quelqu'un soit le méchant de... Peut-être Dracula. Ouais, mais il n'y a pas eu une suite de films où c'était vrai. tout le temps le même. Là, c'est Palpatine de A à Z et exactement le même. Enfin, le dernier, c'est un clone, mais... Enfin, ouais, on va s'arrêter là. Oui, en parlant des Star Wars qu'on suivi, le 7, 8, 9, on continue avec Kylo Ren, qui est censé être le nouveau Dark Vador, entre gros guillemets, qui est un personnage que j'aime. Alors, Adam Driver, l'acteur, j'aime énormément. Ouais, moi aussi. C'est un excellent acteur. Et si vous avez l'occasion de voir d'autres films avec lui, c'est quelqu'un qui a du second degré comme pas possible. C'est vrai. Et il a fait du Logan Lucky, il a fait ce genre de films qui sont vraiment... Regardez barrés. le dernier duel. Le dernier duel avec Matt Damon et Ben Affleck. Ah ouais. Là-dedans, il est impérial. C'est Ridley Scott, ouais. Ah. Niveau architecture, je trouve que le personnage de Kylo Ren est vraiment ultra classe. Après, sur le traitement du personnage, dans le 7, je trouvais ça cool. Dans le 8, quand on se rend compte qu'à la fin, il est pas si gentil que ça, c'était un pari pris et c'était pas mal. Par contre, dans le 9, je trouve ils ont détruit le perso. Moi, je trouve qu'il y a... Alors moi, ce que j'aime chez Kylo Ren, comme beaucoup de choses dans Star Wars, c'est le design. Les fans voulaient Dark Revan. C'est vrai. Kylo Ren, C'est le Dark Revan New Generation. c'est un concept design qui est très proche de Revan. Ouais, finalement. le masque, le masque, c'est Dark Revan, quoi, mais c'est-à-dire avec que, d'autres couleurs. Voilà, avec sa tunique, etc. Donc le design, on va dire en dehors du traitement du personnage, où je pense qu'on va tous tomber sur un consensus facile, le design du personnage, c'est quelque chose quand même. Cette sculpture du masque, c'est vraiment intéressant en termes design, je trouve que voilà. Ouais, je suis d'accord. Même si Snoke considère que c'est un masque ridicule. Et Snoke, alors parlons-en vite fait, on n'aura jamais rien sur lui, aucune figurine, aucun buste, aucun rien, à part du custom. Atticus vient d'annoncer un 10e là hier. Un 10e, oui. De Snoke sur son trône. Sur son trône, bah de toute façon on le voit que sur son trône. Mais de toute façon, comment, dans le rôle qui lui a été attribué, comment pourrait-on le traiter différemment en statut? Et c'est dommage parce que Snoke est joué par Andy Serkis, qui est un des mastodontes du cinéma de ces dernières années. Il a joué César, il a joué Gollum, et j'aurais bien voulu en voir plus de Snoke. Bah ouais. On en attendait mieux. Merci Rian Johnson. On continue avec du méchant, par contre ultra connu et ultra badass, surtout pour ceux qui auront eu la chance de voir Clone Wars et Rebels. Pour ceux qui n'auront pas eu la chance de voir Clone Wars et Rebels, courez, c'est sur Disney+. Pour moi, je suis du genre à préférer Darth Maul à quasiment tous les autres sites. Peut-être ouais, c'est pas un site encore, et il le deviendra jamais en fin de compte. Bah, finalement non. Non. Maul pour moi ça reste le Maul d'épisode 1, c'est-à-dire que pour moi il y a les films et puis il y a le reste, et puis le thème de Maul. Voilà. Le thème de Maul, il est vraiment incroyable. Et puis Maul, c'était quasiment la seule chose, faut le remettre dans le contexte en 99, sur lequel on n'était pas déçu dans le film épisode 1. Ouais. Voilà. C'est vrai. On se disait, bon, il y a épisode 1 et il y a Dark Maul. Ouais. Voilà. Ouais. Et ce qui fait que pour moi, il est quand même emblématique d'une partie de la saga. Ouais. Il représente à lui tout seul, je pense, ce qu'était le... C'est vrai que quand on pense aux méchants, on pense plus à Maul qu'à Grievous ou qu'à Count Dooku ou trucs comme ça. Totalement. Alors qu'il a fait 2 fois moins de temps, quoi. Mais exactement. Ouais. Et puis du coup, en termes de statut, en termes de pièces qu'il y a eu, Dark Maul, toutes les marques... Moi je trouve, mais toutes les marques ont vraiment bien réussi à reproduire. Il y a aucune marque qui s'est vraiment foirée avec ce personnage. C'est vrai. Maul a cette chance d'être particulièrement bien traité en produit dérivé. C'est vrai. Parce que les gens demandent du Dark Maul. Et lui, il fait vachement inquisiteur dans son look. C'est vrai. Et il fait vachement samouraï aussi, je trouve. Oui, puis on est sur un alien, on est sur un Zabrak. Ouais, c'est ça. Il a déjà un design très particulier. Ray Park lui donnait en plus de ça son côté agilité, son côté arts martiaux. Il y avait vraiment quelque chose de très impressionnant, c'est-à-dire que la chorégraphie qu'on voit Maul, Qui-Gon, Obi-Wan, faut bien se remettre dans le contexte, on n'avait jamais vu ça dans un film de SF de style Star Wars, un truc aussi chorégraphié. Faut se rappeler quand même qu'avant, on avait le combat Obi-Wan Vador dans l'épisode 4. Ouais, le combat d'handicapé, le combat de bâton. Donc, on passe de ça à ça. Après, je trouve que malheureusement, ce combat-là nous a emmené sur une pente un peu sinueuse, c'est que après, les Jedi sont devenus justement plus des super-héros que vraiment des duellistes. Après, du coup, le gros BB-8 là-bas, c'est de quelle marque? C'est Adrien Caron. Adrien Caron. J'avais reçu un buste d'Iron Man pété.
et c'est Adrien Caron qui me l'avait reconstitué. Donc si vous avez la moindre, je sais pas si on va trop ma gueule, mais si vous avez la moindre commande à faire auprès d'un artiste pour vous créer des pièces de toutes parts comme celle-ci, le BB-8, il a fait aussi un C3PO, un R2D2, n'hésitez pas à le contacter, vous aurez le lien dans la description. Adrien, tu me dois 10 balles. En plus, tu lui dois 10 balles, bordel. Non, c'est pas vrai, c'est pour la pub. Ensuite, un buste du clone de la C'est de la 501ème. 501ème, c'est ça, ouais. Donc ça, c'est un des derniers bustes de la première génération de Sideshow. Et qui est aussi compliqué à trouver aujourd'hui à bon prix. Mais tu sais que encore une fois, c'est fou. Parce que quand il est sorti, personne n'en voulait. Les pièces Star Wars, en fait, les collectionneurs Star Wars, comme moi, sont souvent des gros cons chiants et exigeants. Et ce qui fait que souvent, les pièces, on est très critique lors de leur sortie. Moi, j'ai jamais été trop critique sur cette gamme-là. Moi, j'ai toujours trouvé que sur le life size, on était particulièrement bien servi par Sideshow. Ouais, c'est vrai. Pour le prix qui était demandé. À l'époque. Bah ouais, pareil, le clone, il a dû sortir à 550-600 euros. Aujourd'hui, j'espère que vous serez d'accord avec moi. C'est 1000 balles. Vous avez n'importe quel fabricant qui vous sort ça à 600 balles. Ouais. Il en vend des camions. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Bon, bah à l'époque, non. Et puis même, niveau réal, Mais oui. il est vraiment ultra propre, quoi. Oui. Vous avez les épaulettes. Normalement, sur pas mal de bus, vous avez pas du tout d'épaules. Là, vous regardez le Kylo Ren, bon, il y a ça... Sur les nouvelles générations, tu as les épaules, mais sur cette ancienne génération, tu n'avais que C3PO et le clone qui avait c'est vrai. Et du coup, ça donne une envergure vachement différente à la pièce. Et du coup, avec le petit reflet rouge du sabre de Dark Vador, là, ça le fait de ouf. C'est super propre. Ensuite, là-bas, caché, il y a le Black... c'est le Death Trooper. Le Death Trooper, ouais, c'est ça. Les Death Troopers de Rogue One. D'ailleurs, que j'ai trouvé ça ultra stylé. Dans Rogue One, c'est carton plein, les Death Troopers à la fin, là, quand ils débarquent. Ah, mais je suis d'accord. Ah ouais, c'est vraiment... utilisé dans le Mandalorian. T'as le plus beau, pour moi, c'est le plus beau Dark Vador. L'Iron Studio, qui avance dans la neige avec son sabre dégainé parce que celle-là c'est la pose de la victoire, là, c'est la pose du conquérant. Voilà, du duel dans le retour du Jedi. C'est ça, là c'est vraiment un Dark Vador qui avance pour casser des bouches. Et même en termes de réal, enfin vous regardez Iron Studio, ils font quelques pièces en 1/4, ils en font pas beaucoup, eux c'est plus le 1/10, le nerf de leur guerre. Mais regardez l'ampleur du bordel, quoi. Et puis avec sa cape, en plus la cape un peu, c'est du fil de fer dedans. Oui, tu peux... Ouais, donc voilà, on peut vraiment moduler, donner... Totalement. Cet aspect, ils ont enneigé, enfin... Moi, si vous voulez, des Vador, j'ai eu quasiment tous les Vador qui existent sur le marché. Celui-là, c'est la bombe. Ouais. C'est la bombe des Vador. On le voit souvent dans cette position-là, parce que c'est celle la plus évidente, mais vous avez, pareil, 4 ou 5 bras différents pour lui donner une autre pose un petit peu plus directive, un petit peu plus conquérante. Après, le seul petit hic, c'est que son plastron s'illumine pas. Si. Il s'illumine ? Eh oui. Ah bah j'ai rien dit. J'ai jamais vu personne l'allumer. Parce qu'en fait, on est dans le travers d'Iron Studio. C'est que ça, ils réfléchissent pas à ce truc-là. Si vous voulez allumer le truc, il faut démonter les bras. Et c'est hyper galère de démonter les bras de cette statue pour aller ressortir le truc et l'allumer. Ils ont pas prévu un bouton là sur le devant. Donc en fait, tu peux l'allumer facilement quand t'as les autres bras. Ouais, ok. Ensuite, bon, KD2A, je sais plus quoi, lui. K2SO, de Rogue One. Rogue One en plus. Ouais. Non mais alors, je l'ai beaucoup aimé en plus celui-là. Franchement, c'était un des nouveaux persos qui était vraiment super cool et qu'on revoit en version méchante, enfin en version normale, pas en version... parce que là, il est piraté dans cette version-là, c'est pour ça qu'il est sympa. En fait, tu le revois dans Boba Fett, là, récemment. Ouais, dans Boba Fett, c'est ça. Dans les 2 épisodes qui sont formidables avec le Mandalorian. Les épisodes de Mandalorian, quoi. Où on te raconte, en fait, la prise de Mandalore. Ouais, c'est ça. Mais Mandalore a été prise par des armées de K2. Ah, ok, d'accord, ok. Ensuite, bah, du coup, ça permet de faire la transition avec Mandalorian, avec ce petit bébé gros goût de Sideshow, qui est vraiment mignon comme tout. Donc une pièce, je pense, qui aujourd'hui est chez quasiment tous les collectionneurs. Ouais, qui a failli aussi aller chez moi parce qu'on la trouve facilement, pas super chère. Et non. C'est pas une pièce qui a pris en valeur, contrairement à la Hot Toys, qui est compliquée à trouver. Ça pourra pas, parce que je pense que là où Sideshow a été très fort, c'est de pouvoir proposer un life size, à un prix quasiment d'époque. Mais oui. C'est-à-dire à 350 Mais pourquoi ? Parce qu'il y a que la tête qui vaut quelque chose. Mais bien sûr. Mais tu sais, on peut reprocher ça à énormément de pièces. Ah, je suis d'accord. Il y a un truc sculpté vraiment, et puis le reste est un bout de tissu posé. Là, ce qui est fort, c'est de proposer une pièce à moins de 400 balles, entièrement life size. Mais par contre, à quel tirage ? On le saura jamais. Ouais.
Après, je pouvais pas passer à côté, enfin je veux dire... Non, ouais, et puis il est vraiment très mignon, quoi. En termes de réal, même si je suis d'accord qu'en dessous, il n'y a rien. Hein, en dessous, il y en a plein qui se sont amusés à découper le body pour le rendre articulé. Moi je trouve qu'il y a des gens qui ont un peu de temps à perdre, mais pourquoi pas? Ouais, et puis quand t'achètes une pièce 400 balles, t'as pas trop envie de la dépouiller pour la bricoler, ça quoi. Ça me semble ambitieux, mais pourquoi pas? Ensuite, le Yoda, c'est une vieille pièce de chez Sideshow, et qui, pareil, aujourd'hui, elle est encore bien recherchée, et elle est magnifique, quoi. Alors moi je la trouve, j'ai vu des Yoda bien mieux réalisés, hein, il faut se le dire. Il y a celui sur son tronc d'arbre là en 1/2 qui est vraiment, oui je l'ai vu, mais lui qui est vraiment parfait pour le coup. Lui il est parfait. Ouais. Lui il est parfait. Lui, dans sa conception, on voit qu'on est quand même sur quelque chose qui est sympa, qui rend très bien. Ouais. Maintenant c'est pas le Yoda ultime, loin s'en faut. Ah mais c'est une pièce qui a quoi, 10 ans, 15 ans? Un truc comme ça? Ouais, une dizaine d'années je dirais. Je pense pas qu'elle soit si vieille que ça. Ça fait partie, je pense, des derniers life-size qui sont sortis après le Vador, je pense. Je trouve que le prix demandé par Sideshow était quand même cher par rapport à la réalisation. C'était à combien à l'époque? J'ai pas envie de te dire une bêtise, mais je crois qu'on est entre 1600 et 2000 euros. Ah oui, quand même. Ouais. Bah c'était le prix des Legendary Scale Bust, comme ce gros bébé là, quoi. Alors après voilà, il fallait remettre les choses en perspective. Le rendu est bien. Maintenant, je pense que ça aurait pu être mieux. On s'en souvient peut-être pas, mais il y a eu un moment où Sideshow, avec Star Wars, ça a été le blackout total. Il y a eu quelques années où il n'y avait plus du tout de pièces, on se demandait même si Sideshow n'avait pas perdu la licence. Et on se retrouvait avec des gammes mortes, et on se disait, est-ce que je garde tout, est-ce que, etc. Il fallait faire des choix. Moi j'avais choisi de conserver les life-size bustes, et finalement aujourd'hui... Ouais, t'as bien fait, hein, parce que du coup, la majorité des bustes que vous voyez là, il y en a une bonne majorité qui est soit introuvable, soit hors de prix maintenant. Ouais, et je trouve ça malheureux, parce que ça veut dire qu'il y a toujours de la demande, et qu'il n'y a aucun fabricant aujourd'hui qui prend la relève sur les life-size bustes. C'est quand même très surprenant. Bah, grâce à Disney maintenant, si. À mon avis, Disney ont revendu la licence à des tas de marques et on va avoir un... Pour le moment, Star Wars, t'as 3 fabricants. Hein. Ouais, mais je serais pas étonné d'en voir débarquer chez Queen ou chez Infinity Studio, moi, là tu où vois. Je suis surpris, c'est que ce soit pas encore le cas. Ça reste la licence, en tout cas, c'était vrai il y a quelques années, parce que c'est toujours vrai, c'était la licence la plus chère au monde. Ouais, c'est vrai. Bah, à la base, Star Wars a été créé pour vendre du market. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Les fabricants qui ne se prêtaient qu'à Star Wars, quasiment, Master Epicas, Scott 3, Riddle, des vieux fabricants qui essaient de se reposer sur la licence Star Wars, ont quasiment tous disparu parce que Star Wars est connu pour être peu rentable. C'est vrai. C'est-à-dire que Sideshow, c'est une vitrine Star Wars, mais je suis pas certain que ce soit quelque chose avec lequel ils fassent beaucoup d'argent. Ouais, parce que même Iron Studio ont la licence et ont quasiment rien fait, hein, avec... ils ont Dark beaucoup d'un dixième. Ouais, tu parles en un quart? Ouais, en un quart, ouais. Parce qu'en un dixième, oui, c'est un peu... un dixième, c'est un peu un scale bâtard, et c'est un peu en dehors d'une collection. Même toi, t'en as quasiment... il y en a un petit peu, mais je préfère... Enfin, je souhaite que ça reste marginal. Seulement vous connaissez le pouvoir du côté obscur. Nous mettons fin à ce conflit destructeur et ramenons l'ordre dans la galaxie. Tout se passe à présent comme je l'avais enfin, nous ferons connaître les Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Je vous montrerai le côté obscur. Bon, on va continuer, parce que là, on voyait pas, mais on était assis par terre comme des gamins qui discutent du film du soir. Je trouve ça stylé, c'est cool, hein. Donc du coup, après, t'as cette pièce-là. Ah, ça. Celle-là, je l'ai jamais vue, et je crois pas que ce soit quelque chose c'est un custom, ça, non? Oui, c'est toujours de chez MIC. Ouais, ok, je me disais aussi. Ce boss que là, il est... Ouais, bah, mais c'est un truc de ouf, en fait. C'est pareil, c'est MIC dans leur custom, si tu veux, ils font des pièces avec
2-3 têtes différentes, t'as 6-7 bras différents, t'as le light-up intégré dans le sol. Mais ouais, mais c'est un truc de ouf. Mais même, même la marque, je la connaissais pas. Faut savoir, MIC, tu connais pas ça? Non, ça me disait rien. MIC, c'est vraiment une marque qui, chez les amateurs Star Wars aux États-Unis est un véritable carton. On se les arrache, les précommandes. Donc tu es sur, en général. C'est une pièce qui a combien de temps, ça? Excuse-moi. Elle date de l'année dernière. D'accord, ouais, ok. C'est un truc récent. Le fabricant, lui, il a 10 ans d'existence. Et il fait autre chose que du Star Wars? Non, il fait que du Star Wars. C'est peut-être pour ça que. En général, tu es sur des pièces entre 60 et 80 exemplaires. D'accord, ok, ah ouais, c'est. Donc c'est très très limité. Faut savoir qu'à la base, je suis pas très fan des customs. Parce que je trouve que. Alors, vous me prendrez peut-être pour un barge, mais je pense qu'il faut rendre César à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire qu'il y a des gens, même qui ont travaillé pour des boîtes, j'entends bien, mais qu'on crée ces univers, qu'on crée ces personnages. Et il est logique que rémunération soit rendue aux gens qui embauchent ces créateurs et qui leur ont permis de créer ces trucs-là. Et le custom m'embête parce qu'on exploite quelque chose qui nous appartient pas. Maintenant, vous voyez, la limite de ma pensée va. Mais ça, cette pièce-là. ça, bon, tant pis pour Star Wars, et tant pis pour Disney. Et je vous explique pourquoi. C'est parce que, à mon sens, aucun fabricant ne prendra le risque de faire un personnage aussi secondaire que le boss. Voilà. Ouais, c'est ça. Et pourtant, aujourd'hui. Vous voyez, et c'est le plus grand chasseur de primes. Enfin, pour moi, c'est comme Cat Bane et compagnie, c'est des chasseurs de primes qui sont obligatoires. Sauf que oui, mais je suis d'accord. Et ça me désole de voir qu'aucun fabricant ne prendra le risque d'en faire un ou un quart. C'est vrai. Et donc quand il est sorti et que j'ai vu la réal, j'ai dit non mais arrête d'attendre et vas-y. Ouais, vas-y. Et en fait, je suis rentré dans le cirque de chez MIC. Et donc MIC aujourd'hui, en plus de proposer les statues comme Palpatine, et je vous en présenterai une autre tout à l'heure, ils se sont mis à proposer des vaisseaux. Donc les premiers vaisseaux vont sortir sur le modèle de ce que sortait EFX. C'est-à-dire les mêmes socs que chez EFX, la même conception que chez EFX. EFX, on sait très bien que les Vini, mais eux ont repris le flambeau. Les premières pièces qui sont prévues, c'est l'escape pod d'R2D2 D'accord, ouais. Le Vador TIE, la barge de Jabba. On est comblé quoi. Ouais, nickel. Voilà. Après, tiens, tu parlais de vaisseau, le Slave One là. De chez Code 3. Ouais, ça c'est pareil, je connaissais pas. Tu connais pas Code 3? Je connais la marque, mais du coup celui-là en particulier avec la petite c'est une Alors, le Code 3, si tu veux, est un très très vieux studio qui produisait des vaisseaux Star Wars et qui proposait 2 versions des vaisseaux. Ah, parce que là les couleurs elles sont bizarres. C'est la version Empire contre-attaque. D'accord, ok, parce que ouais, il a l'air juste sale. Oui, voilà, c'est un vaisseau sale. D'accord. Et Okay. si tu regardes, donc Code 3, on va le faire à l'américaine, Code 3, sortait 2 versions des vaisseaux, la régular et la signature avec la signature de l'acteur. Ouais, ah ok. Donc là, tu as la signature de Jeremy Bulloch. Ah oui, exact. Ah, d'accord. Et à chaque fois, tous leurs vaisseaux en fait ont eu cette version. Je vous en présenterai un autre. Ça, c'est des vestiges, hein, c'est pareil. Hein. C'est des vaisseaux qui ont été sauvegardés par le temps. Parce que je les ai tous eus, les Code 3. Et il ne m'en reste plus que 2. Mais le Slave One, pour moi, c'est... voilà, encore une fois, Boba Fett, chasseur de primes. Moi, quand j'étais gamin, que je regardais Star Wars, je voulais pas être un Jedi ou un Sith, ça m'intéressait pas. Moi, je voulais être un pilote ou un chasseur de primes. Ah ouais, les pilotes, ouais, j'avoue, les pilotes. C'est pour ça, Luke, il a tout. Il est pilote et c'est un Jedi. Luke, il est trop bien. Ah ouais, clairement. L'épisode 8, merci Ryan Johnson. Code 3, ouais, je connaissais, mais du coup, alors, c'est une marque où non seulement vous avez une pièce qui est une réplique d'un film, mais en plus signée par l'acteur qui incarne le personnage qui utilise. Je trouve que c'est vraiment une plus-value en plus que tu pourrais pas avoir avec une autre marque parce que c'est pas le genre de truc que tu vois chez les autres marques en fait. Et encore une fois, à l'époque, t'achetais ta pièce. Si t'avais de la chance que tu l'avais acheté en signature édition, tu l'avais signé, tu l'avais avec sa case, tu l'avais avec son certif, t'avais un truc. Ouais, c'est un complet, package. Ouais, c'est un package. Tu Ouais. vois. Ensuite, on retourne chez Iron Studio et on part du côté du Mandalorian avec une magnifique pièce de chez Iron Studio. Iron Studio qui, franchement, font un bien meilleur travail que Sideshow. Mais niveau tarot, c'est pas du tout la même chose. On a un problème en fait avec Iron Studio en Europe, c'est pour les trouver. Il n'y a pas beaucoup de boutiques qui en importent. Mais tout simplement parce qu'Iron Studio n'a pas le droit de vendre les 1/4 sur notre territoire. C'est un marché qui est négocié pour Sideshow. Donc quand vous voulez trouver du Iron Studio 1/4 ou du XM 1/4, vous êtes obligé de passer par d'autres biais. Parce qu'ils n'ont pas le droit de distribuer. Ou sinon de passer par des boutiques qui en revendent malgré qu'ils n'aient pas forcément le droit d'en revendre. Je ne vois pas de quoi tu parles. Moi non plus. Ouais. Je dis ça tout par hasard. Ouais, tout à fait. Néanmoins, c'est très utile que certains le fassent. Moi, ça m'a permis de récupérer ça par ce biais-là. Ouais. Et puis c'est une pièce obligatoire quand on est fan du Mandalorian et de Star Wars de manière générale. Moi j'ai eu le choix, hein, c'est-à-dire de partir soit sur le Sideshow, soit sur le Iron Studio. Ah mais... Et clairement le Iron Studio, alors, a des défauts.
Ouais. Encore une fois, ce ne sont pas des statues parfaites. Les statues parfaites, j'en reviens, ça fait 25 ans que je fais ça, des statues parfaites, j'en ai pas eu beaucoup. Par exemple, le fusil qui flotte dans le dos, on est d'accord qu'il fallait faire un effort. Ouais. Après, fallait le mettre en dessous, mais si vous regardez par exemple le berceau de Grogu, le détail fait sur le drapé, juste derrière lui, alors que vous ne le voyez pas, mais pourtant il y a quelqu'un qui s'est cassé le cul à faire tout le drapé. Ah oui, d'accord, ok, incroyable. De détails. Ce Mandalorien, il y a vraiment quelque chose qui me dérange, par contre, c'est le sculpte du casque de Stormtrooper ultra grossier. Ouais, c'est vrai, ça fait. Pas fan. On dirait comme dans un jeu vidéo où t'as certaines textures qui s'affichent pas, ouais, ça fait ça. C'est un des reproches que je lui fais. Encore une fois, revenons sur ce qu'est une statue en termes de sculpte, de pose. Tu retrouves en fait dans la statue l'attitude. Exactement, et ça, exactement. Ça, pour moi, ça c'est du travail de sculpteur. Ça pour moi, c'est l'affiche de la série. Ouais. Ça clairement pour moi c'est vraiment la jaquette de la série retranscrit en statue. Un Mando qui marche sur un Tatooine avec franchement c'est vraiment un carton plein et avec l'armure en Beskar qui est super bien faite, ça brille, il y a de la texture, c'est pas tout lisse, c'est pas tout plat et non franchement c'est une dinguerie et à côté bien évidemment un petit casque taille réelle du Mandalorian de EFX collectible de ce que je vois sur la petite plaque. EFX, ça vient juste de sortir, c'est la version de la saison 2, donc c'est la version plus obscure. Le casque dans la saison 1 est assez plus clair. Ouais, c'est vrai. Celui de la saison 2 est un petit peu plus foncé et EFX en fait a sorti les deux versions. J'ai raté la première, je sais que EFX c'est un studio qui est très décrié. Moi j'ai quasiment toutes les pièces de chez EFX. EFX ce sont les héritiers de Master Epicas en fait, c'est la même équipe, enfin des membres de l'équipe qui ont pris le relais, qui ont essayé de continuer en fait ce qu'ils faisaient en Star Wars. Ils sont très décriés parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes sur une pièce, je vous en parlerai une pièce en particulier. Certains clients ne sont toujours pas d'ailleurs livrés depuis, ça doit faire une quinzaine d'années maintenant. Ah ouais, donc on peut partir du principe qu'ils auront jamais rien quoi. On le pense, et moi EFX c'est un studio qui me ravit encore aujourd'hui. C'est un des rares prop makers qui fait encore des scans des props originaux et qui reproduit les props originaux. Je comprends leur réputation, mais il faut encore soutenir les studios comme ça. Il y en a très peu qui restent sur le marché. Si en tant que collectionneur on n'arrive pas à les soutenir, je pense qu'on perdra ce savoir-faire. Ouais, je suis d'accord. Ensuite, le T-Fighter de chez EFX. De chez EFX, comme on en parlait justement, qui est super cool. Alors, c'est pas pour critiquer, mais on dirait quand même un peu le Hasbro. Eh ben, tu n'as pas tort. Et pour une simple et bonne raison, c'est que EFX ne fait pas la reproduction du TIE Fighter du film. Jamais. Ni des casques. Ils font des reproductions, des maquettes, ok. Donc là, tu as la maquette qui sert en fait à faire les effets spéciaux du film et non pas un TIE Fighter idéalisé. D'accord, ok. Du film. Donc ouais, là en gros, t'as des pièces qui correspondent aux effets spéciaux et pas vraiment au... Exactement, et pas au rendu. Mais c'est tout aussi cool. C'est le cas notamment, je vous montrerai du EFX sur un autre univers, parce que si je vous spoil maintenant, c'est pas rigolo. Mais où tu n'as pas ce rendu du film avec les effets spéciaux, avec la lumière, mais tu as le rendu en fait du prop. Qui servait au tournage. Et c'est le cas là, c'est le cas pour le X-Wing. Donc après des petits sabres laser de EFX pour le coup, et Master Epicas pour la suite. Ouais, obligatoire. Et regardez comment ça embellit un peu, ça met en valeur. En fait, c'est des pièces qui, mises toutes seules, paraîtraient pas forcément inaperçues, mais feraient un peu... quand t'as plein de sabres laser d'affilée, c'est sympa, mais ça fait un peu monotone. Alors c'est vrai. Après, il y a un certain rendu d'avoir une espèce d'armoire. Ouais, non, oui. Parce que du coup, ça fait collection de Jedi. Et je ne sais pas si vous connaissez celui-ci, mais celui-ci, c'est à ma connaissance, et c'est encore vrai aujourd'hui, c'est le seul sabre qui a été produit par EFX. Et c'était un sabre qu'on appelait les sabres Reveal. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouviez le démonter et activer le Crystal Kyber de Luke Skywalker. Ah, c'est trop stylé. Et qui faisait un hommage en fait à une scène coupée du Retour du Jedi. Luke dans la masure d'Obi-Wan en train de constituer son sabre, le nouveau sabre. Et le sabre EFX était livré avec une illustration de Jerry Vanderstelt, l'illustration où Luke recompose son sabre. Parce que quand on regarde les films et qu'on n'a pas vu cette scène-là, on se dit juste, ah tiens, il y a un nouveau sabre. Et comment ça fera un nouveau jouet. Ouais, non mais c'est... Et EFX à la base devait faire une gamme complète de reveal, comme celui-là. EFX a toujours été le problème, c'est qu'ils ont présenté dans les Comic-Con, etc. énormément de pièces qui ne sont jamais sorties. Et quelle frustration pour un collectionneur comme moi d'avoir vu autant de vaisseaux, autant de sabres, jamais produits. Mais c'est une marque qu'on aime détester et qu'on aime adorer. Ensuite, alors les PF de Luke, ça vous les avez déjà vus. Si vous les avez déjà pas vus dans une de mes vidéos,
vous les avez forcément vus en boutique, c'est des pièces qui sont pas super compliquées à trouver. L'arrêt pareil à l'arrière, le personnage me laisse un peu de marbre, donc la PF c'est un peu du même acabit, j'ai envie de te dire. Je suis un peu surpris quand même de voir à quel point, parce que voilà, je suis pas un fan non plus invétéré de Rey. J'aimais ce qu'elle était dans l'épisode 7, puis alors après je trouve que, enfin, vraiment fallait accepter ce qu'on nous livrait, hein, fallait voir le manger. Mais ce que je suis surpris, c'est de voir à quel point la PF aujourd'hui est recherchée. Ouais, c'est vrai. C'est surprenant. C'est vrai, mais parce qu'il n'y a pas eu d'autres PF depuis. Et là, si, ils viennent d'en annoncer une là. Mais et ça va peut-être casser la cote. Mais là, du coup, comme elle est avec l'habit sur Tatooine, je pense qu'en effet, je pense que c'est surtout restera la Rey idéalisée. Ouais, c'est ça. C'est le Luke version fille, quoi. Complètement. Ensuite, le Yoda, ça a l'air d'être un custom. C'est un Iron Studio, un quart. Mais non, sérieux? Si, mais oui. C'est sorti quand ça? 4 ans, 3 ans. Ah, ça me dit rien du tout. C'est le Yoda d'Agoba, un quart Iron Studio. Ok, avec des cheveux implantés et tout. Alors avec 2 poses en fait, tu peux le mettre soit en version sage comme je l'ai mis, soit en fait, il y a tout un dispositif pour le mettre en version où il soulève des pierres. D'accord. Depuis le marais. Voilà. Alors, je vais peut-être pas me faire que des amis, mais je le trouve pas super beau. Alors, non mais je suis d'accord. Je le trouve assez vert Hulk plutôt que... Je pense que le problème qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont voulu faire du tout vert. Ouais. Y compris le socle, ouais, y compris c'est le vrai. machin. C'est vrai. Et en fait, ça fait que t'es dans un climat verdâtre. Ouais, c'est vrai. Un peu. Moisissure. Ça fait plus moisissure ouais. Ça fait plus moisissure que verdure. Après, le marais de Dagobah, l'aile du X-Wing. Ouais, on voit, parce que on voit l'aile du X-Wing là. Et puis, il y a quelques petits bonus. Ah, il y a des easter eggs. Oui, il y a des easter eggs avec un petit holocron Jedi. Ah oui, l'holocron. La fameuse lampe du marais. Ouais. Alors ça fera pas plaisir aux anciens comme moi. Le petit outil pour calculer les midi-chloriens. Et bien sûr, les midi-chloriens, ça n'existe pas. Oui. On est bien d'accord, hein, la force, ça marche pas comme ça. Ça a été instauré dans la première trilogie. Donc, je suis d'accord que le Yoda n'est pas la meilleure pièce d'Iron Studio. Maintenant... C'est un diorama, c'est plus un diorama qu'une statue. Hein. Mais revenons aussi au fait, c'est... Toi, ce que vous avez d'autre en un quart Yoda Dagobah. C'est vrai, Yoda, parce qu'il y a beaucoup de Yoda de la première trilogie. Il y en a un, Sideshow contre le clone. Ouais, exact. Mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au un quart sur Yoda, Dagobah? C'est vrai, c'est vrai. Rien. Le X-Wing de chez UFX, signature, pareil. Signature édition. C'est signé par qui du coup? Mark Hamill. Ouais. Ah, par le par King. Notre Luke, oui. Notre vrai Luke. C'est une des pièces que j'aime le plus. Ouais, ça m'étonne pas. Encore une fois, très décriée au moment de sa sortie, parce que je suis d'accord que ce n'est pas la reproduction exacte d'un X-Wing, elle a plein de défauts. Elle n'est pas forcément l'échelle, surtout tous les fans fous furieux des maquettes avaient plombé le truc, ce qui fait que ça a été un échec commercial encore une fois. Et ça a été tellement un échec qu'en fait ils avaient prévu 1000 exemplaires et ils se sont arrêtés, il suffit de regarder la place, ils se sont arrêtés à 838 parce que ça se vendait pas. Donc c'était... Et maintenant c'est introuvable. Ah bah maintenant, t'es sur des tarifs, moi quand je vois les ventes sur eBay pour une version complète, pas cassée avec tous les light-up qui fonctionnent, on est entre 4000 et 5000 euros. Ah oui, ouais, effectivement, ok. Mais c'est de la folie. C'est-à-dire n'achetez pas ça à ce prix-là, il faut pas le faire. C'est n'importe quoi. Mais ça, c'était une pièce que j'ai été forcé de revendre, comme je le disais tout à l'heure, pendant une période de ma vie. Je l'ai retrouvée grâce à un ami, Vega, salut, merci encore, parce que grâce à toi, j'ai pu reconstituer quelque chose qui me crevait le cœur. Et voilà, pour moi, c'est de la magie. Et puis du coup, t'as le 7. J'ai le 7 et tu es passé très rapidement, mais le casque qui est à côté de lui qui est encore plus rare, puisque c'est le casque EFX signature. D'accord, ok, ouais, j'avais pas... Les deux, c'est du EFX? C'est du EFX, les trois, hein, puisque t'as Wedge Antilles aussi, qui est du EFX aussi. Ah oui, ok, d'accord. La version signature que tu ne pouvais avoir que si tu allais à la Star Wars Celebration 5, EFX ne vendait le casque que là-bas. Donc tu ne pouvais l'avoir que si tu allais là-bas, à la Star Wars Celebration. Et il est beau, hein. Aux États-Unis, et j'ai un ami américain qui a pu y aller, l'acheter pour moi et me l'envoyer, et donc voilà, ça fait partie des pièces. Donc du coup tu l'as eu prix normal quoi. Oui, et c'était pour les 30 ans de l'Empire contre-attaque à la Star Wars Celebration 5, signé par Mark Hamill qui était sur place. Stylé. Donc t'avais 250 exemplaires, on a réussi à avoir le 51e, ce qui est rigolo parce qu'on habitait sur Reims et que Reims c'est le 51. Ah. Super. Sabre laser de ton père, l'arme noble d'une époque civilisée. Depuis 800 ans, je forme des Jedi. À mon seul jugement, je me fie pour savoir qui doit être formé. Un Jedi doit avoir l'engagement le plus profond.
Ensuite, buste Tyrell d'Amiral Akbar, parce que c'est un piège. Et ce buste aussi que je trouve super cool et qui est vraiment énorme, qui est vraiment ultra gros. Comme je suis vieux, je radote, mais encore une fois, vous voyez, ils avaient fait le choix, c'est chaud d'aller vers de l'Alien, du Mon Calamari, et comme les gens, c'est pas ce qu'ils attendaient. Et ben du coup, échec commercial. Comme d'hab. Mais maintenant, c'est pareil, c'est introuvable. Ensuite, la ligne de PF, pareil, Jyn Erso, Chewbacca, Han Solo. Ça, c'est les nouvelles. Ah non, la Jyn Erso, c'est la nouvelle. Oui. Et Chewbacca, Han et Leia, c'est les anciennes. Chewbacca et Leia, alors Leia, c'est une des très anciennes PF. Et celle-là a été refaite. Maintenant, vous avez une version avec une tête beaucoup plus ressemblante à Carrie Fisher. Ah, moi, je trouve que celle-ci est plus ressemblante à la nouvelle. Ah, moi, Et en plus de cela... Il faut voir que par exemple les cils, il y a vraiment des cils. Moi c'est la version que je préfère par rapport à la nouvelle. Et le Han Solo, en fait c'est la PF Stormtrooper exclue. Ouais. Qui a une tête de Han Solo. Ouais, exact, ok. Et je trouvais qu'en termes de sculpte et de peinture de Han Solo, il est propre, hein. Ah mais il est très propre. Il est propre. On reconnaît très bien Han Solo. Et c'est, enfin honnêtement, regardez la PF, la dernière PF Empire contre-attaque sortie par Sideshow, ou pire encore la première Un Nouvel Espoir. C'est des je suis assez d'accord. Et là, moi j'avais mon Han Solo PF. Ultimate, c'est vrai. Et peut-être pas Ultimate, mais en tout cas qui franchement, il est beau. Et en parlant de tête qui ressemble vachement, on va passer sur la Legendary Scale du Obi-Wan. C'est du 1/2 les gens, donc 1/2 ça fait un peu plus d'1 mètre. Et bordel, elle est magnifique. Et encore une histoire tragique, cette statue, parce que présentée Comic-Con 2010 je crois, avec une tête en résine translucide, nouvelle génération, c'est-à-dire avec vraiment cet aspect peau avec du grain et tout. Ouais. Et plus les versions de prod avançaient, plus Sideshow disait en fait on n'est pas en mesure de le faire, donc on revient à la résine classique. Et là la pièce se fait éclater. C'était incroyable à quel point cette pièce, c'est la seule 1/2 avec un tirage. Toutes les autres sont limited edition. Ouais, c'est vrai. Celle-là, on sait qu'il y en a 400, et c'est pas un exemplaire de plus. C'est la plus recherchée aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde la veut alors que personne n'en voulait, encore une fois. Moi, j'ai jamais compris pourquoi. Et en fait, l'idée, c'était de réunir Vador et... pour le combat final. Et pour une raison très simple, c'est qu'en fait, quand j'étais gamin, le premier rapport que j'ai eu avec Star Wars, c'est que je suis passé devant la téloche, je m'en souviens, mon père regardait un truc, et il me dit « Ah, viens voir, faut que tu regardes ça, c'est génial, faut que tu regardes et tout. » Et je regarde la téloche, et je vois le combat Obi-Wan-Vador, et je me dis putain, mais c'est quoi ce truc, ça a l'air pourri. C'est vrai que le combat il fait combat d'attardé un peu. J'étais gamin, je me suis dit putain, ça a l'air naze. Et en fait, je suis passé, puis j'ai pas regardé. Et ça a été mon premier rapport avec Star Wars, et je tenais absolument à recréer en fait le duo en hommage aussi à ce passage où tu t'es dit mais c'est quoi ce film de merde. Parce qu'en fait, finalement, ça a été mon premier rapport. Ouais, ok. Ah mais c'est marrant. Alors du coup, je m'attendais à tout sauf à ça. D'investir dans des pièces aussi grosses et aussi chères, juste parce que c'est pour la blague de je suis passé devant et c'était quand même de la merde. Voilà. Non mais en fait je me disais aussi, tu vois, dans la gamme des Legendary Scale, quitte à en prendre peu, autant en prendre qui me parle. Et en fait, au départ, je suis parti sur Obi-Wan, et je me dis j'espère qu'ils feront un Vador, Ils ont fait un Vador. Ouais, et le Vador, je le trouve vraiment ouf de chez ouf, quoi, en Legendary Scale. Bah je le trouve chouette, moi je trouve qu'ils auraient pu faire mieux. En fait j'ai un bouquin dans lequel il y a tous les conception art de Sideshow sur cette pièce. Tous les conception art étaient incroyables. Ouais. Et t'avais un vieux dessin en bas à droite, avec cette pose-là. Ils ont pris cette pose-là. C'est ce qui coûtait le moins cher. T'as un conception art de fou avec casqué, décasqué, le sable, pas le sable, le machin, le truc, des bras dans tous les sens. Et en fait, ils se sont arrêtés là. Ils ont fait ouais, bah c'est bon, on fait ça. Nickel. Le Obi-Wan, mixed media, pareil, main en résine, sabre avec light-up intégré. Ouais. Le visage, on reconnaît très largement le personnage pour une pièce aussi ancienne. Et franchement, en termes de sculpte, le sculpte il est ultra propre quoi. Luke, je suis vieux. Non franchement il est super. Et même le paint est propre, les yeux et tout. Y a pas un œil qui dit merde. T'as vraiment un Alec Guinness là. Ouais, franchement ils se sont vraiment tués. Je publie très peu de photos, très peu de choses sur ma collection, mais dès que je publie une photo avec lui, je reçois une horde de messages pour acheter la pièce. Tu vends? Ouais. Alors ouais, le Dark Vador rapidement. Moi je le trouve quand même, il a une pose qui est emblématique. C'est je suis d'accord. C'est la pose où il étrangle l'Amiralotti. Ouais, c'est ça, avec sa grosse culotte là, avec tout le système de light-up. T'as pas le Boba Fett, alors que t'es fan de Boba Fett. Alors j'ai eu plusieurs fois l'opportunité de prendre Boba. Maintenant, par rapport à l'ensemble des pièces que j'ai, j'en ressentais pas forcément le besoin ultime. Et puis encore une fois, le Legendary Scale, faut pouvoir le caser.
Ouais, c'est vrai. Avec, hein, Ouais, c'est vrai. Et là, tu l'as mis devant une fenêtre parce qu'il y a un peu plus de place, j'imagine. Bah, et puis ça Ouais. permettait, si tu veux, d'avoir une hauteur intéressante Ouais. pour pouvoir profiter de la pièce. Du coup, t'ouvres jamais le store là, tu laisses. Non, parce qu'il n'y a pas... Enfin, si tu veux, l'idée c'est de recréer une Ouais, ambiance ouais, cloisonnée. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'était... Après, on peut faire rentrer de la lumière, mais ça te coupe. Ouais, C'est je vois exactement. Ouais. Ensuite, ce buste-là, pareil, ce buste-là, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, et donc vous avez une tête démasquée, et en plus de ça, vous avez, t'as une tête avec le casque Oui. qui se démonte en. En fait, tu plusieurs peux parties. retirer cette partie de la tête pour venir recréer le dôme Ouais, c'est et ça. le casque. Après, je trouve que l'effort qui a été fait Ouais, sur le dans la visage. conception, Ouais, ça a été sur le visage. ouais, ouais. Et il faut montrer ça. Ouais. Oui. Et le casque est beaucoup plus idéalisé. Je trouve qu'il a un problème de pose, moi. Moi, c'est la découpe du buste que j'aime pas des masses. Alors, ouais, mais, Ouais. mais tu sais que... Mais c'est marrant que tu dises ça, parce que... Alors, si jamais vous voulez faire des recherches intéressantes, regardez le buste Vador Illusive Concept, qui est une pièce qui a plus de 20 ans, que j'ai eu. Vous aviez en fait un buste d'Anakin Skywalker, complet avec les épaules. Mais le truc, le Vador massif, sa tête... un peu dégueu parce que d'époque, hein, une pièce qui a 25 ans. Et puis à côté, vous aviez le casque sur un promontoire. C'était une pièce impressionnante que j'ai eu pendant très longtemps. J'ai eu les deux pendant très longtemps. Et je comprends ta remarque sur les épaules. Parce qu'en Ouais. fait, Ça enlève un peu ça enlève de sa son carrure, Ouais, c'est ça. de son... Mais je suis d'accord. Après, moi je trouvais vraiment que le travail sur Anakin était complètement fou. Et pour pallier au casque, j'avais mis à côté le casque de chez EFX de Vador Un Nouvel Espoir, qui pour moi est la représentation parfaite du casque. Ouais, c'est vrai. Et ce casque-là, là par contre, on est vraiment sur le casque de Dark Vador dans toute sa splendeur. Ouais, complètement asymétrique, avec les difficultés qu'ils avaient à l'époque pour vouloir créer l'équilibre sans créer l'équilibre. Ouais. Là, on avait vraiment la reproduction, je trouve, parfaite du casque. Ensuite, rapidement, les petits droïdes. Il y a quand même le petit coin des droïdes là-bas, avec le BB-8, R2D2, C3PO. Ouais. Et Chopper, c'est de quelle marque? R5 et Chopper, c'est du MIC. D'accord, ok. Ah, je savais pas qu'il y avait eu un Chopper. Il vient de sortir. Ah, c'est pour ça la alors. pièce de chez MIT. Ouais. Mais même le R5, Ouais. c'est là où tu vois un petit peu le paradoxe entre une pièce de grande série et puis R5 ou Chopper. Sideshow, quand ils sortent R2D2 C3PO, jamais de la vie on aurait pensé que le R2D2 il serait en plastoc. Ouais, c'est vrai. Jamais. Et le R2D2, il est d'une fragilité incroyable, parce qu'il faut pas toucher au doigt, faut rien toucher. Quand tu te fais livrer le R5D4 résine pleine, bloc, Ouais, ça risque rien quoi. tu reçois un bon bébé de 15 kilos, c'est autre chose quoi. Ouais. Et le Chopper, il a un côté super sympathique. Ah ouais, j'adore Chopper. Il est trop marrant. dans Ouais, Clone il est Wars. hyper expressif. Ouais, bah justement, C'est des trucs qu'on aime bien, tu vois. il est beaucoup plus expressif Ouais. que R2 ou C3PO, et ça, j'ai vraiment trouvé ça cool. Ouais, après t'as le BB-8 Sideshow, bon. Ouais, bon, Classique. et c'est pas celui qui va avec le Ray, la PF de Ray? Si, Si, c'est ça. mais je voulais garder. Oui, bah t'as bien fait, ouais, ça le fait. Et ensuite, bon, fan de Star Wars derrière, vous devez cligner des yeux dessus. Il y a un R2D2 taille réelle. Alors c'est pareil, qu'est-ce que c'est, ça vient d'où, c'est... C'est une histoire un peu compliquée, c'était un R2D2 Builder, qui est un club en fait de concepteurs de R2D2, parce que moi je suis une huître pour recevoir ces trucs-là, qui en avait un et qui devait partir, il partait vivre aux États-Unis. Ouais, il Donc, pouvait pas m'avait embarquer. dit, je peux pas l'embarquer, je peux pas machin, parce qu'ils ont une règle chez les R2D Builders qu'ils doivent pas vendre leur R2. Ah ouais. Ouais. Ok. Et je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais en tout cas il y a... Donc du coup, il va être recherché maintenant. Ouais, voilà, mais il pourrait. Hein. Et donc on avait fait affaire, j'avais été le chercher, puis je l'avais ramené ici. Il est pas fini. Ouais, j'ai vu, il y a des... Ouais, il est pas fini, mais Ouais. moi j'y connais rien, encore une fois, je suis une huître. Mais tel quel, ça fait déjà le taf, hein. Et j'avais demandé à Adrien Caron, de m'aider à le finir, c'est juste qu'on n'a jamais pris le temps, mais voilà. Ouais, parce que lui aussi en a fait un taille Ouais, réelle. puis il m'avait dit que ça posait pas de soucis, qu'il savait machin. C'est juste que je prends pas le temps de le faire. Ok, ouais. Un giga faucon Ouais. Millennium. C'est le Diagostini celui-là. Ah ouais, ok. C'est pour remplacer mon traumatisme d'avoir vendu mon Master Replicas. Oui, ouais, c'est ce que je me dis, le Master Replica, j'aurais pensé le voir aussi, ouais. Bah, j'ai eu le MR. Le Diagostini en fait et le MR sont la même taille, c'est la taille Studio Scale pour reproduire Ouais. en fait la maquette du tournage. Sur Un Nouvel Espoir, parce que le Studio Scale Empire contre-attaque, vous verrez, il est beaucoup plus petit. Ça fait le taf. Je pouvais l'accrocher au mur en plus. Ouais, et puis franchement, il est beau, hein. Il est Et- bourré de petits détails, et Voilà. franchement, c'est super stylé, quoi. Et puis il y a un mec qui a fignolé la peinture pour l'améliorer, parce que là vous n'êtes pas sur le résultat, quand vous montiez le Diagostini, ça donnait pas cet effet-là. La peinture a été retravaillée un petit peu pour lui donner cet aspect plus authentique. Mais je trouve que le résultat Ah ouais, est ouais. honorable. Ouais, très clairement. Je l'ai échangé contre une autre pièce,
parce que justement je voulais recréer cet aspect. Ouais, d'ailleurs, tu vois, tu l'as accroché comment à l'arrière? Ah, c'est avec un support socle. télé. Ouais, C'est avec un support VESA. Mais qui était prévu avec le truc. Ah, ils ont prévu, d'accord, ok. Ah, c'est malin. C'est malin. Ensuite, au-dessus, vous avez des casques en tout genre. Donc de chez EFX, encore une fois. C'est que du EFX. Alors EFX, Master Efficace pour les Stormtroopers. Ouais. Le Scout Trooper, c'est de chez EFX. Ouais. Le Blaster et le... Ouais, parce que là, il y a un blaster de Storm aussi. C'est Master Efficace aussi. Ok, d'accord. Et le casque Scout Trooper EFX, c'était ça, l'Arlésienne de chez EFX, où on a attendu 8 ans pour l'avoir. Et vous avez des gens qui attendent toujours, parce qu'il y avait une version Legend, signature, Ah ouais. avec le casque et le blaster de Scout Trooper. Et ces gens-là n'ont toujours pas leur pièce, donc ça doit faire plus de 10 ans maintenant. Oui, on peut estimer aussi que c'est foutu, quoi. Que UPS, ils ont perdu le colis. Ouais, ils ont perdu le colis, hein, je pense que tout a été perdu. Hein. Tiens, t'as une petite 1 sur 6, j'avais pas vu là, de la 501ème. Ça c'est rigolo, parce que il m'a suivi partout. On est allé géographiquement dans la collection. D'accord, tu l'as embarqué avec... ouais, ok. Parce qu'en fait, c'est le cadeau de ma conjointe, c'est ma conjointe qui m'a fait ce cadeau-là. D'accord. Un de mes premiers cadeaux qu'elle m'a fait d'ailleurs. Et elle avait bon goût, madame. elle a bon goût. Et en fait, elle ne savait pas que c'était pas la bonne échelle, que je faisais du 1/4. Oh, ouais, mais bon, du coup, donc, ouais. Il est là, il Et bah, ce sera il la surveille. mascotte. Ouais, d'accord, C'est la mascotte ok. de la collection. D'accord. Donc je le mets toujours dans une petite position, là il fait coucou aux gens qui rentrent. Ouais, c'est stylé, Donc, c'est voilà. stylé. Alors ensuite, en dessous, il y a encore du lourd. On utilise le moindre centimètre carré. Là, il y a des illustrations, là, il y a des illustrations, là, il y a le solo carbonite. Là t'en as d'autres. Ah, il y en a encore d'autres. Voilà. Des super belles illustrations. C'est des illustrations de... Alors ça c'est Benjamin Carré. Ah ouais, c'est des vraies illustrations. Là c'est Delotto. Oh, Gabriel oh Delotto. oui, Gabriel Delotto, Voilà. qui est un illustrateur de comics. Matt Ferguson aussi, connu. Je suis un peu en colère contre Sideshow sur ces... C'est les illustrations Sideshow Mythos. Eh bah ouais. Mais ça. que maintenant ils nous font payer. Ouais, alors qu'avant c'était autrefois, offert. Ouais. On achetait sa Mythos et on avait l'illustration. Ouais, maintenant c'est 150, payes. 200 balles, Ouais, ouais, c'est en ça. plus c'est pas donné. C'est ça. Hein. Et donc ici, vous avez le père et le fils, vous avez Django Fett, buste taille réelle et premium format 1/4, et le Boba avec sa PF aussi. J'adore exposer comme ça, le père et le fils. Je trouve ça super cool. En plus, pour les deux PF, ils ont fait le même genre de pose avec Exactement. une plateforme inclinée et ça fait La super bien. plateforme du Slave One sur Camino Ouais. et dans l'Empire Contre-Attaque. Ce qui fait que tu avais vraiment une possibilité de faire une exposition recto-verso. À savoir que pareil, hein, le Boba il est tiré d'une illustration de Jerry Vanderstelt à nouveau, et que je n'ai pas, mais que j'aimerais trouver. Vraiment je trouve que le concept sculpture, illustration, illustrateur, à chaque fois ça donne du très très bon. Là, le Boba, il est tel quel, tel que vous le voyez là. Regardez la différence avec l'autre buste où il y a une cape, une partie de cape en résine, et il y a le missile, il y a le jetpack avec le missile sur le dessus. Et regardez la différence entre l'envergure de cette pièce-là C'est et ça. celle-là. Ça a absolument rien à voir. Les deux se valent, les deux sont cool. Ouais, Ça, on sent que c'est du plus vieux Sideshow. oui c'est vrai. Et les deux se valent. Mais c'est intéressant que tu les aies mis dans la même collection, mais pas au même endroit. Du coup, on peut pas les voir côte à côte pour comparer. Non, Ça fait juste un rappel. parce je que trouve ça cool. si tu les mettais côte à côte, il y aurait quelque chose qui clocherait. Il y en aurait un qui serait moins en valeur que l'autre. Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir. Yann Solo. Je suis le capitaine du Millennium Condor. I love you. Non. Moi, je m'appelle Z-System, interprète des données cyborg. Et je suis moi compris des deux Je suis K2SO. Ton esprit doit rester concentré sur ce qui se joue ici et maintenant. Ton père s'est laissé séduire par le côté obscur de la force. Il a cessé d'être Anakin Skywalker pour devenir Dark Vador.
Lorsque c'est arrivé, l'homme de bien qu'était ton père est mort. Tu dois affronter Dark Vador à nouveau. Je ne pourrais pas tuer mon père. Je ne vous laisserai pas ici, il faut que je vous sauve. Tu l'as déjà fait, Luke? Du coup, là on arrive sur l'entrée de la pièce et ici c'est l'entrée, c'est le sas où tu arrives, on rentre dans ton univers et on va avoir quand même de très belles choses. Alors des choses un peu moins impressionnantes que ce que vous avez vu tout au long de cette vidéo, mais quand même de très belles choses comme par exemple ce Yoda. Legendary Scale. Legendary Scale, donc format 1/2 normalement. Pour le coup, celui-là, je trouve vraiment parfait. Je trouve aussi, pour un collectionneur qui voudrait une pièce Yoda, qui n'en voudrait qu'une seule, ce serait celle-là. Le sculpte est très très bon, la peinture est très fine, le mix média fonctionne bien. Ouais. Mais encore une fois, 600 balles quand ça sort. 600 balles, c'est ok. Pour du 1/2. Ensuite, le bâton de raie à l'arrière. Adrien Caron. Encore 10 €. Encore. Ensuite, du buste. Ça fait du vieux buste, parce que c'est du buste Gentle Giant. Il y a du vieux, il y a du plus récent comme Rex, mais... Ah oui, ça c'est Rex dans la version de Rebelle. De Rebels. Ouais, où il est vieux. Du vieux buste, oui, parce que, encore une fois, je suis un vieux collectionneur. Alors les bustes Gentle Giant, je les ai quasiment tous eus. Aujourd'hui, j'ai beaucoup réduit, parce que je pense que ça correspond plus à mon évolution de collection. Bon, après, il y en a quand même 2-3. Hein. Ouais, oui, il y en a 2-3. Il y a surtout celui-ci. Celui-ci, en fait, Boba Fett, encore une fois, hein. Très spécial ma relation avec ce buste-là, parce que c'est ma mère qui me l'a offert pour le jour de mes 18 ans. Et en fait, pour tout vous dire... pour la majorité, un jouet. Ouais, tu vois. Et pour tout vous dire, c'est parce que moi, je savais pas ce que c'était Gentle Giant à l'époque. Encore une fois, Internet, tout ça, c'était très peu développé. Et on arrive dans un magasin d'Orléans, encore une fois, un autre. Et il y a ça dans la vitrine. Et ma mère est avec moi. Et je lui dis, putain, la vache, c'est super beau, mais qu'est-ce que c'est cher et tout. Et en fait, elle l'a entendu et elle est retournée me l'acheter pour me l'offrir. Ouais, c'était un truc une centaine d'euros, ouais, 150 balles. À l'époque, c'était 140 € même dans le magasin. Et c'est ma première résine. C'est-à-dire qu'à partir de là... c'était le début de la fin. Le début de la fin parce que... C'est marrant, c'est ta mère qui t'a fait acheter ta première résine. Alors j'avais déjà le buste de Chewbacca comme je vous disais tout à l'heure, mais ça c'est la première résine. Et cet été-là, je travaillais, je faisais du boulot d'été, hein, comme beaucoup de gens. Et en fait, une grosse partie de mon salaire m'a servi à racheter le peu de bustes Gentle Giant qui existait à l'époque. Il en existait 5. Et dont ce Vador-là, hein, qui est toujours le Vador de l'époque. Hein, et qui est super cool aussi. C'est le premier Vador pour moi, c'est le plus beau et ça restera le plus beau. Et donc voilà, c'est des pièces qui ont beaucoup d'importance à mes yeux. Et c'est des vieux bustes, mais qui sont quand même ultra propres. Après, tout n'est pas nickel de chez nickel. On est d'accord. Il y a certaines peintures qui vont être un peu approximatives, ou si c'est pas la peinture, ça va être le sculpte. Mais de manière générale, pour le prix que ça coûtait, là bon, je vous mets Princesse Leia, Han Solo, voilà, c'est quand même assez ressemblant. Pour une centaine d'euros, ça allait. Et attendez, parce que 100 €, c'est les prix qu'on a aujourd'hui. Mais à l'époque, des bustes comme ça, les chasseurs de primes, vous les aviez entre 40 et 60 €. Ah ouais, donc du coup ça valait largement le coup. C'était les premiers bustes. Les premiers bustes étaient chers parce qu'ils étaient importés des États-Unis. Mais après, il y a eu un marché qui s'est installé en France avec des distributeurs. Donc c'est aujourd'hui où ça devient c'est n'importe quoi. Et du coup, t'as des reliques aussi là-dedans, des petites reliques. Je vous en montre une. Elle est spéciale celle-là. Alors pour ceux qui connaissent, hein, c'est un POTF. C'est du Kenner, ouais. Voilà, c'est ça, c'est sorti en 97. Il faut savoir qu'en fait, quand j'étais gosse, mes parents m'offraient des jouets Star Wars, des vaisseaux Star Wars, et je les ouvrais pas en fait. Je les gardais. Ils jouaient comme ça avec la boîte. Ouais, je les gardais comme ça, je les affichais au mur, je mettais mes boîtes de vaisseaux, etc. Là, c'est à l'américaine, ça un peu d'accrocher les blisters au mur et tout. Ouais. Et donc, ça m'avait fait une collection de jouets. Quand j'étais étudiant, en fait, je me suis retrouvé avec ma collection de jouets. Et partant pour la vie étudiante, en fait, j'avais décidé de vendre toute ma collection de jouets pour assumer les dépenses aussi des études, de la vie, etc. Donc j'ai tout vendu, j'ai tout très bien vendu. Et grâce au capital en fait de la vente de tous mes jouets, au lieu de faire ma vie étudiante, j'ai acheté des résines à l'époque. C'est comme ça que j'ai financé les priorités étudiantes. Ouais. J'ai acheté mes premières statues. Alors c'était de l'Atacus à l'époque. Donc j'avais fait la gamme Atacus qui était à l'époque ça s'arrachait les Atacus.
faut avoir conscience que dans les années 2000, Attacus est le seul constructeur de statues au monde qui fait de la résine. Qui fait de la résine, ouais. Et les statues Attacus, on n'imagine plus, mais quand on savait, en plus fabriquant français, quand on savait que la statue arrivait en magasin, c'était des émeutes. On se marchait sur la gueule pour aller chez le marchand et dire j'en veux une, j'en veux une, j'en veux une. C'était la course, quoi. Je me souviens. Niveau tarot, c'était abordable aussi à cette époque-là. Ouais. Quand t'avais une statue Attacus qui sortait, t'étais entre 300 et 450 € la statue, neuve. Le deuxième Vador, parce qu'il y a eu 2 versions de Vador chez Attacus, je me souviens encore d'arriver chez ma boutique d'Orléans, qui me dit ils sont tous pris, ça y est, tout le monde est déjà passé. Moi je disais je suis malade, puis de marcher dans les rues d'Orléans comme ça, puis de passer devant une boutique qui faisait à l'époque du manga, et je vois dans la vitrine le Vador Attacus, voilà. Non mais c'était la course, on s'entretuait pour avoir les statues. Pourquoi? Parce que ça cotait tout de suite. Les prix ils explosaient sur eBazaar à l'époque, puis eBay. C'est pour ça aussi que souvent je dis aux jeunes collectionneurs, méfiance quand même avec le marché de la statue, parce que regardez le marché d'Attacus aujourd'hui. À l'époque, un Stormtrooper Attacus, tu pouvais l'acheter 800 voire 1200 €. Aujourd'hui, si tu le vends 300 balles, t'es content. Donc méfiance, c'est le marché de l'incertitude, la statue. C'est pas fait. La résine, c'est ça. Moi, je connais pas de personne qui est devenue millionnaire grâce aux statues. La résine, c'est la roulette russe. Au mieux, vous allez vous rembourser votre achat. Au pire, vous allez des fois perdre la moitié de la valeur de la statue. Quand par exemple, vous avez la ligne Pacific Rim de chez Sideshow qui s'est planté la gueule. Et du coup, vous pouvez avoir aussi également des pièces comme JND ou quoi, comme les JND de Wonder Woman et tout. Par contre, celles-là, faut les acheter direct parce que c'est foutu après, quoi. Ouais, mais tu vois, je pense qu'encore une fois, c'est des effets de mode. Jusqu'à ce que le prochain arrive, déboulonne le truc. Et notre marché, c'est un marché de l'offre et la demande. C'est-à-dire que moi, si demain plus personne ne connaît ni n'aime Yoda, que je suis le dernier au monde à avoir ça et qu'il n'y a pas de demande, ça vaudra son pesant en tissu. C'est ça. Et puis c'est tout. C'est ça. Ce n'est pas un investissement sûr, loin s'en faut. Il faut que ça reste un investissement de plaisir. Et du coup, pour boucler cette vidéo, parce que je vous l'ai dit, il va y avoir 2 parties sur cette fameuse porte. Parce que oui, je viens de vous spoiler, c'est une porte, c'est pas juste une plaque. Et il y a la suite de la collection qui est juste derrière. Et du coup, on va vous montrer très brièvement ce qu'il y a derrière cette porte. Et c'est mort, ce sera pour le prochain épisode.